Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale depuis le Forum des projets urbains Méditerranée, depuis Marseille. Marseille, où il fait chaud, très chaud, et demain il fera peut-être encore plus chaud. On parle de 50 degrés à horizon 2050. Il est urgent, on verra, de s'intéresser aux solutions pour répondre à ce défi climatique. Du côté du débat, on verra quelles solutions sont peut-être inspirées de la nature, là aussi pour s'adapter. Et puis enfin, Marseille qui n'échappe pas au défi de la construction et de la crise du logement. La solution est peut-être du côté des entrées de ville. Smartimo, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous. Smartimo depuis le Forum des projets urbains. Nous sommes en compagnie de Frédéric Bossard. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise et avec vous justement on fait un focus sur cette magnifique ville de Marseille. On est ici depuis le Vieux-Port. C'est vrai qu'on sent bien l'urgence climatique à Marseille. Alors on parle beaucoup de votre ville qui s'est embellie ces dernières années, des grands projets urbains. C'est vrai qu'il y avait un petit peu urgence également sur le bâti. Vous dites il faut s'adapter à ce changement. Il y a urgence à s'adapter aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a urgence à s'adapter. C'est pas parce que on n'y pense que depuis aujourd'hui ou hier. Je crois que la question de développement durable, de soutenabilité ou de changement climatique est une notion, enfin, sont des notions qui sont là depuis une bonne vingtaine d'années. Mais Oui. jusqu'à maintenant, on ne pensait pas tout à fait la même chose. On se disait que déconsommer, on se disait que déréguler les choses ferait que ça se ferait. Que ça s'atténuerait. Et on voit bien que la déconsommation, si elle n'est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, ben, il faut s'adapter. Alors pourquoi il faut s'adapter? Tout simplement parce que la ville se régénère de façon très très lente, hein. Je parlais tout à l'heure de à peu près 1% par an, ce qui veut dire concrètement que la ville de 2050 est déjà là. La ville de demain existe déjà. Elle existe déjà pour au moins les deux tiers, pour pas dire les trois quarts. Donc ça veut dire que si elle est déjà là, il va falloir composer avec. Et s'il faut composer avec, alors il faut s'adapter. Oui, on va voir comment s'adapter dans un instant, mais d'abord, vous soulignez aussi le coût de l'inaction, c'est-à-dire que ne rien faire, ça va finalement empirer les choses, ça coûtera donc d'autant plus cher demain. Absolument, parce qu'il faudra agir vite, dans l'urgence, au coup par coup, sans avoir pensé, prévu et peut-être engagé des politiques pour ça. Donc ça veut dire que forcément, il va y avoir du dégât et donc ça coûtera beaucoup plus cher, oui. Oui. Ce forum des projets urbains, il se tient voilà, à mi-juin. On sent déjà la chaleur dans la ville, il faut 30 degrés, ressenti 32. On sent aussi toute la minéralité de la ville. Alors, Frédéric, comment on adapte voilà, Marseille au changement climatique à cet horizon? On ne sait pas si c'est 2035, 2040, 2050. Alors, on s'adapte de différentes manières, c'est ça qui est compliqué ou complexe, parce qu'il faut hybrider les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça touche, on en parle beaucoup, le bâtiment, avec Oui, les systèmes d'isolation ou autres, mais là encore, ce n'est pas suffisant. La ville, c'est une trame urbaine, c'est des espaces publics, et puis ce sont d'autres éléments plus économiques ou sociaux. Donc, si on parle d'architecture et d'adaptation, il faut aussi penser la trame urbaine, surtout en milieu méditerranéen, qui est une trame souvent héritée de l'histoire, des villes oui. moyenâgeuses, des trames resserrées, parce qu'en plus, il faut éviter le soleil en été, il faut essayer d'éviter le Mistral en hiver. Et donc, cette trame resserrée engendre de la surchauffe, engendre une proximité qui fait qu'on a de la densité. Et donc, il faut adapter ce bâti. Et quand on adapte ce bâti, il ne faut pas forcément penser que le bâtiment sur lequel on va intervenir, mais il faut peut-être penser plus large, l'îlot. Il Oui. faut pouvoir penser le soleil, il faut pouvoir penser la protection du soleil, etc. L'espace public, c'est la même chose. Pendant très longtemps, l'espace public, depuis les Trente Glorieuses, globalement, c'est l'espace de la voiture. C'est Même vrai. si, historiquement, le trottoir a été inventé par les commerçants, qui ont payé des taxes trottoirs pour avoir des trottoirs devant leur commerce. Pour autant, le monde moderne a mis l'espace public, enfin a mis la voiture du moins au centre de l'espace public, donc dans un espace plutôt fonctionnel. Et une voiture s'arrange mal des arbres, etc. Donc on a beaucoup laissé d'espace à la voiture et finalement relativement peu à l'individu. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'inverser les choses. Oui. Donc ça pose le problème évidemment de l'adaptation, comment on met du mobilier, comment on met de la végétation pour, encore une fois, se protéger du vent, se protéger du soleil, etc. Comment on crée, pardon du terme, des aménités, des choses qui nous permettent d'être bien, de bien vivre l'espace public, d'autant dans un espace méditerranéen qui est souvent le prolongement de chez soi, quand on a des appartements un peu trop exigus, un petit peu trop chauffés. Et ensuite, comment on enlève la voiture, mais comment on crée un espace
économiquement viable parce que la voiture, les terrasses, ce sont des taxes, c'est de la fiscalité locale et quand on les enlève, on enlève une capacité d'entretien de l'espace public. Donc il faut aussi changer de modèle économique, Oui, il y a s'adapter économiquement. toute une équation économique, c'est ça, à se Absolument. modifier. C'est vrai qu'on voit dans la capitale notamment ou dans d'autres grandes villes, une place de la voiture qui est en diminution, de la piétonisation. Alors on a un petit recul, notamment sur, la ZFE, hein, qui vient d'être, sinon abrogée, reportée. Est-ce qu'à Marseille, où on sait que la densité, ça pose toujours un petit problème, cette densité de voitures, toujours des soucis de circulation, est-ce que c'est en étude aujourd'hui, pour, redonner de la place à l'espace public au détriment de la voiture? Ah oui, oui, la dynamique est clairement en marche sur Marseille depuis quelque temps, hein. La ville travaille, un document sur les espaces publics, un manifeste des espaces publics. La métropole travaille avec l'État sur Marseille en grand pour mettre les transports collectifs au cœur des politiques publiques et de l'irrigation des quartiers. À l'échelle de l'agence, sur les travaux que l'on mène en matière de planification de projets urbains, on travaille sur ce qu'on appelle les zones de bonne desserte, c'est-à-dire la capacité à remettre de l'intensité urbaine, à remettre de la régénération urbaine Oui. à proximité immédiate des lignes de transport en commun, précisément pour redonner beaucoup plus de place à l'espace public et donc aux piétons, à la ville des proximités et moins à la voiture. Non pas parce que la voiture doit être rejetée, mais parce qu'on sait que l'espace public est un gage de bien-être et même de santé publique. Oui, alors vous dites justement dans cet, espace méditerranéen, si typique, voilà l'espace public c'est plus qu'un simple espace, c'est un espace de rencontre, un prolongement de chez soi. C'est important justement, on sait que la place publique, hein, elle est importante pour que les gens se rencontrent, sortent aussi, parce qu'il fait trop chaud souvent et bien sûr ça touche aussi des populations, vulnérables. Il faut pouvoir adapter la ville à ces populations. Alors, il faut absolument adapter la ville à ces populations, mais je dirais à toutes les populations. Marseille, il y a, comme dans toutes les villes, une population qui a besoin d'un extérieur, vous le soulignez, pour un espace d'aération, l'extérieur du chez-soi. Mais il y a d'autres types de populations également. Il y a la population des habitants de la ville de Marseille qui ont envie de pratiquer leur ville, leur espace public, pour commercer, pour se rencontrer, etc. Il y a aussi Marseille, la ville touristique qui accueille beaucoup de populations dans la période estivale et qui est un espace aussi de déambulation et de découverte privilégiée de la ville. Donc l'espace public est le support de tout cela à la fois et c'est pour ça qu'il est au cœur d'une réflexion sur l'adaptation de la ville méditerranéenne. Ouais, justement, si on fait un peu de prospective, Frédéric Bossard, à quoi elle va ressembler, cette Marseille de 2050? À quoi elle pourrait ressembler? 2050, c'est demain, hein. Vous m'auriez dit 2100, on aurait fait plus de Ouais, prospectives. 2050 sera peut-être encore là, on essaye d'être un peu positif, de voir si on va vérifier si vous avez raison. 2050, c'est assurément une ville qui reste une ville patrimoniale. Je vous le disais, la ville est largement héritée de l'histoire et du patrimoine. En revanche, c'est une ville dont le patrimoine dit quotidien, c'est-à-dire le patrimoine du début du 19e, du 20e siècle, celui qui n'est pas sauvegardé, le patrimoine de monsieur, madame, tout le monde devant lequel vous passez sans regarder le matin, sera là, réhabilité, régénéré, parce que l'immobilier actuel, enfin le bâtiment actuel qui existe, est au cœur de la promotion de demain, Oui. la réhabilitation, hein, pour le dire autrement. C'est une ville assurément beaucoup plus végétale, parce qu'il y aura des politiques publiques qui sont déjà engagées sur la revégétalisation, une stratégie de plantation au cœur de la ville, avec des espaces urbains aménagés en Mmh. jardin, mais aussi de la végétation dans les espaces urbains. Il y aura plus de voitures. Il y aura moins de voitures, il y aura peut-être plus de transports en commun, il y aura encore plus de cyclistes qu'aujourd'hui et il y aura aussi, peut-être le privé qui contribuera à ce plaisir de ville parce que, il ne faut pas imaginer que tout dépend de la puissance publique. Je parlais du végétal, le végétal privé dans les immeubles qui débordent sur Oui. les rues, qui protègent, les rues sont aussi, dans la stratégie de revégétalisation et de nature en ville. Donc, une ville beaucoup plus nature, beaucoup plus apaisée et une ville où il continuera à faire bon vivre et Bien où qui sûr. sera bien ventilé et bien ombragé l'été. Eh ben voilà, on a presque hâte d'y être. En tout cas, voilà, la ville est en pleine transformation et c'est tant mieux, cette urgence d'adaptation. Merci, Frédéric Bossard. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence, d'urbanisme de l'agglomération marseillaise et à très bientôt sur Smart Imo. Merci. Dans Smart Imo, depuis le Forum des projets urbains ici à Marseille, le Forum Méditerranée, on s'intéresse à ce sujet, comment s'adapter au recul du trait de côte qui touche à peu près tous les littoraux. On en parle avec nos experts. On est ravis d'accueillir Neville William. Bonjour Neville. Bonjour.
Vous êtes Bonjour. responsable projets urbains Sud-Est à CETEC. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Loïc Linares. Bonjour Loïc. Vous êtes président de ce 7 Aglo Pôle Méditerranée. Neville, on commence avec vous sur justement vos projets ou plutôt ce que vous faites au sein de la CETEC. Que fait CETEC exactement? Alors, CETEC, c'est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire qui intervient dans 3 domaines d'activité essentiellement, les infrastructures, la construction et la dimension villes et territoires. Et c'est effectivement cette expertise que nous mettons aujourd'hui dans plusieurs cas sur le territoire Oui, national, en lien avec le recul trait de côte. Donc plusieurs expertises au sein du groupe, le génie côtier, donc des expertises techniques pointues sur comment on calcule finalement ce recul trait de côte, mais aussi sur les mobilités, l'adaptation des mobilités, des infrastructures, et enfin finalement cette casquette, je dirais, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ensemblier pour accompagner le territoire dans sa stratégie de recomposition sur le long terme. très bien. Loïc, avec vous, on s'intéresse justement à votre agglomération 7. Quelle est la problématique justement que vous observez sur votre territoire? Sur notre territoire, on a en effet un déficit sédimentaire, c'est-à-dire une baisse des apports de sédiments, mais depuis maintenant 60-70 ans, et qui ont des conséquences directes, c'est-à-dire une fragilisation de nos lits d'eau, puisque notre territoire il est composé à la fois de bandes de sable et puis une petite côte rocheuse. La côte rocheuse, c'est le mont Saint-Clair, c'est la ville de Sète, Oui. et de chaque côté du mont Saint-Clair, il y a deux bandes de sable, donc les lits d'eau. Ces lits d'eau sont fragilisés avec le temps. Et on a déjà d'ailleurs opéré des aménagements, des recompositions sur le lido des Sept à Marseillan et de Frontignan. Et on sait qu'avec l'évolution climatique en fait et les dérèglements climatiques, ce phénomène va s'amplifier. C'est-à-dire jusqu'à présent, on souffrait d'un déficit sédimentaire. On observe depuis 20 ans une montée des eaux qui reste pour l'instant modeste, mais avec le temps, elle va s'amplifier et les submersions marines, c'est-à-dire les tempêtes, vont aussi s'intensifier. Donc c'est une disparition à terme sur le très long temps de ces lits d'eau. Et donc notre stratégie là, c'est d'avoir des scénarios d'adaptation Oui. dans le temps. Ce sont des zones habitées où il y a déjà des constructions? Alors, il y a un lido qui est habité Oui. sur Frontignan, le lido de Frontignan. Donc Frontignan-Plage, c'est 2500 habitants à l'année. C'est un peu plus de 3000 logements. Le lido de Saint-Amarseillan, lui, est en toute petite partie habité, mais reste naturel sur l'essentiel. Et la ville de Sète, même si c'est une côte rocheuse, cette côte rocheuse est aussi fragilisée. Donc on a aussi quelques points à travailler sur la partie littorale de Sète et sur la partie étang également, avec un ennoiement permanent à plus de 100 ans sur des parties de la ville de Sète. Comment justement CETEC intervient sur cette problématique particulière à 7? Alors, nous accompagnons plusieurs territoires dans leur problématique du recul trait de côte avec des interventions qui peuvent varier. euh, s- En lien avec effectivement des questions hydrauliques, aussi sur des questions de montage opérationnel, sur finalement comment est-ce qu'on va mettre en mouvement ces opérations de Oui. recomposition. Sur cette, donc plusieurs expertises, comme je l'évoquais, on établit les cartes de recul trait de côte, donc avec cette expertise particulière, et on vient aussi euh, travailler sur le diagnostic finalement, quel impact de ce recul trait de côte sur les infrastructures et sur les équipements existants, et aider à définir les vulnérabilités et aussi à travailler les scénarios de recomposition. D'accord. Ça veut dire que ce sont des relevés précis, vous chiffrez ensuite ce qui pourrait se passer, vous faites plusieurs scénarios? C'est une méthode scientifique qui est encadrée par le CEREMA LBRGM, et qui se base essentiellement sur l'historique du recul du trait de côte constaté, et qui va simuler à un horizon 30 ans et à un horizon 100 ans le recul du trait de côte en considérant plusieurs paramètres. Le premier, c'est donc l'élévation du niveau de la mer, Oui. en considérant plusieurs hypothèses qui sont celles du GIEC sur le réchauffement climatique mondial, Qui va très vite en plus en Méditerranée. qui est accéléré en Méditerranée. Donc on considère, notamment le scénario sécuritaire, une hausse de plus 4 degrés à horizon 2100. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des scénarios qui sont travaillés. Et aussi l'impact des tempêtes, des épisodes exceptionnels, et aussi l'impact des ouvrages. Il faut savoir qu'à 30 ans, les ouvrages existants sont considérés. À 100 ans, les ouvrages sont effacés.
Et donc ça, effectivement, c'est important en termes de modélisation. Oui, c'est vrai que ça peut être, d'une certaine manière un peu anxiogène, quand on a ces projections et on se dit: «Bah, tiens, les ouvrages vont être, carrément, rayés de la carte». Comment on s'adapte, en 2025 pour prévoir ces échéances 2030, 2050 et plus? C'est vertigineux en effet, et en même temps, c'est une magnifique opportunité de se re-questionner sur la manière dont on peut vivre et s'adapter dans le temps. L'histoire de l'humanité est faite d'adaptation. Donc comment, l'enjeu pour nous, c'est en effet comment on passe de quelque chose d'anxiogène à un modèle qui peut donner espoir en se disant: «Ben oui, on Bien pourra sûr. toujours quand même vivre là». Donc c'est pour ça que dans notre démarche, dans le groupement, c'est vrai que sur la partie, en fait, scientifique, technique, la CETEC nous accompagne, mais c'est un groupement qui nous accompagne avec un mandataire qui est Urbanact, en fait, qui s'occupe de la partie urbanisme. On a Segat aussi qui s'occupe de la partie foncière et puis on a, Grand Public qui s'occupe de la partie médiation sociale et ça a été un élément fort de notre démarche, c'est d'intégrer dès le départ, la participation citoyenne pour qu'elle soit actrice finalement de la démarche qu'on engage. Parce que, ça va pas arriver du jour au lendemain, donc on a un peu de temps, mais en même temps, il faut le faire dès maintenant pour qu'on puisse s'adapter. Donc, l'enjeu qu'on fait, c'est celui-ci, c'est d'avoir un porté à connaissance, en fait, qui permette de bien Oui. comprendre les phénomènes qui sont en train de se jouer, de leur exprimer, à nos habitants, le fait que on a un peu de temps pour s'adapter. Faut pas qu'on en perde parce que c'est dès maintenant qu'il faut agir, et de donner un chemin possible et donc du coup de l'espérance. En même temps, socialement, c'est impactant, affectivement, c'est impactant. Et on a intégré aussi dans notre démarche, en fait, un comité scientifique qui va nous permettre aussi d'appréhender des phénomènes qui nous touchent toutes et tous. C'est-à-dire que même moi, alors que je suis au cœur de ces réflexions, par moments, ça me questionne, ça me chamboule, et comment cognitivement, en fait, du coup, on peut appréhender ces phénomènes philosophiquement et socialement. Donc, on n'a pas que des scientifiques et des techniciens qui nous accompagnent dans la démarche, on a aussi des sociologues, on a aussi des psychologues Oui. pour comprendre ces enjeux et pouvoir rendre le chemin possible, justement. Et Justement, alors attends, je vous coupe un instant, c'est intéressant. Qu'est-ce qui justement vous, Loïc Linares, vous a chamboulé récemment quand on se rend compte peut-être du changement, se rend compte qu'on est finalement, voilà, qu'on est un grain de sable et que tout ça va très vite ou va peut-être s'accélérer? Qu'est-ce qui vous a étonné? euh, alors, il y a plusieurs éléments, mais le premier, depuis que je suis engagé sur ces sujets, c'est une réflexion personnelle, mais en tant qu'être humain, en fait, aussi. Comment je me place, moi, dans cette humanité qui, dans son développement, a pu penser qu'elle pouvait tout maîtriser. Et donc, c'est un retour à une forme d'humilité qui nous dit non, ben non, la nature nous rappelle Bien sûr. à nos bons droits et surtout là où nous sommes, c'est-à-dire des vivants parmi le vivant, quoi, et qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de plus cohérent par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même une réflexion assez globale, j'ai envie de dire, mais sinon après plus concrètement, c'est par où commencer, quoi? Quand on a autant de sujets, parce que là on citait les zones habitées, mais derrière les habitations, il y a des équipements publics, il y a des réseaux routiers, il y a des stations de lagunage pour le traitement des eaux usées, il y a un port, il y a une économie, et que quand on fait le cumul de tout ça, c'est assez phénoménal. Et finalement, c'est la méthode, c'est le travail, c'est le fait d'étudier finement, en effet, tous ces éléments-là, pour mettre en place un plan qui moi, m'a permis d'y voir clair. Et donc, comment demain on rend ça accessible au plus grand nombre pour qu'eux aussi puissent avoir un cadre qui leur permette d'avoir des éléments de repère et qui leur permettent de voir que oui, Mmh. on peut le gérer, quoi. Voilà. On peut le gérer, on a un cadre et un cap pour effectuer ce changement. J'ai une dernière question, c'est sur, le ZAN dont on a beaucoup parlé, hein, zéro artificialisation nette. On est en train d'un peu peut-être de revenir en arrière, de faire marche arrière sur certains points. Quelle est votre vision justement face à cette urgence climatique? Alors je crois que si, en effet certains veulent, revoir, l'échéance, c'est parce que là aussi elle nous questionne sur une nouvelle manière de faire. C'est un Oui, changement de culture et donc du coup, on ne sait pas pour l'instant comment faire, mais c'est nécessaire, hein. Le ZAN, c'est un outil technique, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on change notre manière d'aménager et de concevoir en fait le rapport à nos espaces, repenser aussi le mode d'habitat, la relation à l'habitat. Et oui, c'est un changement de repère. Et donc, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix, ça va venir, ça va se faire. Et que nous, dans notre démarche, on l'intègre totalement dans notre réflexion, c'est-à-dire que l'évolution du trait de côte,
la recomposition de nos espaces, c'est forcément lié aux ZAN, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'espaces naturels agricoles nouveaux. Au contraire, on est dans une résilience plus forte. On utilise l'existant, on essaie de lui donner une autre forme pour répondre finalement à tous ces défis, quoi. Ouais, d'autant qu'on le sait, hein, la ville de demain, elle est déjà construite, elle est déjà à 90% parmi nous. Merci, messieurs. C'était passionnant. Loïc Linares, président de 7 Aglo Pôle Méditerranée, et oui, Neville William, responsable des projets urbains Sud-Est CETEC. À très bientôt sur Smart Imo. Merci. Smart Imo depuis le Forum des projets urbains Méditerranée, depuis Marseille, ça tombe bien, on va en discuter justement de cette ville qui est en pleine transformation et ça s'accélère, c'est une métamorphose, on en parle avec notre invité, c'est un expert, Éric Méry, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement durable pour la ville de Marseille, et avec vous on va se diriger vers un projet que vous allez présenter sur ce FPU tout à l'heure, InCity, qui métamorphose, qui vise à métamorphoser l'entrée de ville, l'entrée est de la ville. Expliquez-nous. Exactement, c'est un projet qui se situe quasiment au niveau de la sortie de l'autoroute ou de l'entrée de l'autoroute, ça dépend dans quel sens on va, de Marseille-Est en direction d'Aubagne. C'est une friche assez grande qui est située juste à côté de ce que nous on a, la patinoire, le palais omnisport Oui. de la Glisse, qui fait à la fois patinoire et skatepark. Ça fait un moment que divers projets sont à l'étude et qui n'ont pas réussi à aller au bout. Et enfin, on voit le bout du tunnel avec un permis d'aménager qui a été accordé pour faire des logements, du bureau, des résidences étudiantes, des résidences seniors, c'est-à-dire une mixité fonctionnelle et une certaine mixité sociale, puisqu'il y aura aussi des logements sociaux Oui. là-dedans. Donc c'est plutôt un beau projet et c'est pourquoi je tenais à venir ici le présenter avec les porteurs de projets. Éric Méry, justement, il était urgent de revitaliser ce quartier qui était peut-être un petit peu en perte de vitesse. Alors oui, effectivement, ce quartier est un peu en perte de vitesse. C'est situé au niveau du quartier de la Caplette. Pour ceux qui connaissent, on a une avenue de la Caplette qui est oui, effectivement en perte de vitesse. Il fallait un projet pour essayer de redynamiser ça. Ce projet se situe au tout début de l'avenue, donc il faut bien commencer quelque part. On commence effectivement l'afflux de gens, de nouvelles populations, aussi la création de bureaux avec le tram qui va être mis en service à la fin de l'année, qui sera à moins de 500 mètres, va permettre, je pense, de redynamiser ce quartier et ce secteur. Alors tant mieux, effectivement. C'est vrai que vous avez dit ça prend du temps. Pourtant, l'enjeu des friches, il est considérable. En période de ZAN, zéro artificialisation nette, on sait que ce sont les réserves de foncier. Pourquoi ça a mis autant de temps justement à sortir, entre guillemets? Alors, il y a une multitude de projets qui ne sont pas allés au bout. Moi, ce que je pense, c'est que ce genre de friches sont souvent des fonciers qui sont importants, qui sont Oui. de taille importante. Donc, quand on crée quelque chose dessus, on crée toujours des éléments importants avec un certain nombre, soit de bureaux, soit de logements, soit des deux, quand il y a une mixité comme ici. Et pour que l'afflux de population qui est induite par ces projets soit acceptable, il faut qu'il y ait les voiries, les transports en commun qui soient adaptés. Or, à Marseille, on a un retard assez conséquent sur les transports en commun. Là, on a eu un projet qui a pas trouvé d'issue pendant longtemps. Et là, vous voyez, le tramway va arriver en fin d'année. Et ben, les projets s'accélèrent et ce projet trouve une issue. Donc aujourd'hui, les mobilités, les transports en commun, s'ils sont au rendez-vous, et Marseille se transforme d'autant plus rapidement. Il y a eu, on a l'impression, un coup d'accélérateur à partir de la venue du président qui avait justement un grand plan pour Marseille et puis aussi évidemment des fonds à la clé. Est-ce que ces fonds ont été correctement utilisés? Est-ce qu'ils ont participé à ce développement, notamment des mobilités? Alors sur ce tram-là, il était déjà financé, mais effectivement, ça va permettre de financer le tram pour effectivement rejoindre les quartiers nord de la ville. C'était la condition posée par le président et on espère qu'elle sera suivie par la métropole. Aujourd'hui, il y a un retard criant dans les quartiers nord de la ville et il y a beaucoup de friches, comme vous indiquiez tout à l'heure, dans ces quartiers. Donc si on veut pouvoir les développer, il va falloir qu'effectivement les transports en commun, tram, métro, puissent aller dans le secteur nord de la ville. En ce qui concerne la ville de Marseille, ces fonds ont été fléchés pour la rénovation des écoles et toutes les semaines, si vous regardez, on inaugure une nouvelle école. Donc on peut dire que cet argent au niveau des écoles a été correctement utilisé. Oui. Ouais. Plus largement, c'est vrai qu'on peut parler d'une véritable métamorphose pour cette ville de Marseille, hein. On en parlait un petit peu hors antenne, à partir finalement du Mucem, hein, qui est un marqueur, ce fameux musée là, sur le Vieux-Port. Est-ce que ça s'accélère? Vous avez le sentiment que voilà, une accélération depuis quelques années à Marseille, est-ce que vous le constatez?
Oui, on le constate. Vous parlez du MUSEM. Après, c'est vrai que il y a eu Marseille, capitale européenne de la culture. Oui. Ça a permis que des gens s'intéressent à la ville, que des gens viennent. Il y a eu malheureusement un petit coup d'arrêt avec le drame de la rue d'Aubagne suivi du Covid. Mais on se rend compte là depuis quelques années que Marseille est à la mode. Marseille attire à tous les niveaux, commercial, au niveau des bureaux, même au niveau culinaire. Il y a beaucoup de restaurateurs, beaucoup de restaurants, beaucoup de chefs qui viennent à Marseille. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement de les accompagner du mieux possible, de contrôler qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais de ne pas non plus brider ce que vous appelez la métamorphose de Marseille, c'est-à-dire d'accompagner ces projets du mieux qu'on le peut avec la ville de Marseille. Ouais, justement, on a l'impression que souvent, il y a eu peut-être des réticences, certains aussi qui freinaient des cas de fer pour pas que le développement soit trop important. Pourtant, comme toutes les grandes villes et les villes dynamiques, on a ce besoin criant de logement. Marseille ne s'échappe pas à la crise du logement. Non, non, on n'échappe pas à la crise du logement et il faut faire la part des choses. En plus, le besoin de logement, il est à Marseille, globalement, il est interne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui habitent déjà à Marseille, Oui, qui soit sont partis faire leurs études et reviennent, soit des gens qui décident de s'installer, soit des gens qui déménagent, des couples qui ont des enfants, donc qui veulent chercher un appartement plus grand. Donc ce besoin de logement, il est dû aussi à la vie interne à la ville. Donc nous, on doit y faire face et on doit proposer du logement de qualité. On doit proposer du logement en mixité avec du logement social pour les plus démunis, parce que Marseille n'est pas une ville hyper riche quand même si elle se métamorphose. Et nous, on doit pouvoir proposer un logement décent pour tous les publics de la ville. voilà. Et ensuite, vous nous dites, Eric Méric, ça tombe bien, il y a du foncier disponible. Justement, en entrée de ville, hein, on en parle beaucoup à peu près dans toutes les. Voilà, puisque c'est déjà construit. Souvent, il suffit de tirer un petit peu les lignes. C'est ce qui va se passer. C'est le devenir, le demain pour Marseille. Oui, aujourd'hui, au plus les transports en commun vont se développer, au plus la ville va se densifier, ce qui est normal, ce qui est le sens de l'histoire, le long de ces lignes de transport en commun, le long de ces mobilités douces, parce qu'il faut faire face au changement climatique, Mm. à ces défis-là. Donc l'objectif, c'est de créer du logement là pour que les gens puissent prendre les transports en commun. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas aussi que du logement, c'est qu'il y ait des activités de bureau, des activités productives le long de ces transports en commun pour que les gens qui habitent là puissent trouver un travail aussi assez proche de chez eux et qui n'aient pas à faire tout Marseille pour trouver un logement. Moi, c'est ce que j'essaye de porter comme parole aux différents porteurs de projets, aux différents promoteurs. Le long des transports en commun, allez-y, densifiez, proposez-nous de la mixité, proposez-nous des bureaux, proposez-nous du logement. Et nous, par contre, c'est très important, on se chargera effectivement de proposer des équipements publics comme les écoles, comme les centres sociaux, comme les centres aérés, afin qu'il y ait une vie de quartier qui existe et que voilà, Tout le monde vive bien tout le finalement. monde vive bien et des espaces verts surtout. Une ville quartier, une ville quart d'heure, des espaces verts. Voilà peut-être le Très futur de important Marseille réfléchir là-dessus. qui continue à se métamorphoser. Un grand merci Eric Méry. Je rappelle Merci que vous à vous. êtes adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement durable, ville de Marseille. À très bientôt sur Smartimo. Merci.